Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du Brexit et se poser la question ensemble, pourquoi ou est-ce que le Brexit est ultra-libéral? Il y avait des gens à l'époque du référendum et surtout après le référendum et une fois que le Brexit a été acté, des gens de mauvaise foi en France, à gauche, parfois aussi à droite, qui nous expliquaient que de toute façon, le Brexit, ça serait quelque chose qui serait ultra-libéral. On va regarder ensemble si c'est vrai ou non. Et surtout, déjà, il faut savoir que par essence, le Brexit, c'était quoi? C'était reprendre le contrôle et donc récupérer leur démocratie. Même s'ils avaient une mandature ultra-libérale, comme ils avaient repris le pouvoir, c'était pas finalement gênant parce qu'il suffisait après de voter pour un autre parti politique qui lui sera en mesure d'appliquer un autre programme et il aurait les coups des franches, il aurait les mains libres pour appliquer ce programme parce qu'ils auront repris le contrôle au niveau national. Mais là, il faut se demander, est-ce que ce Brexit a été ultra-libéral comme toutes les personnes de mauvaise foi l'ont expliqué? Si on regarde les faits, surtout depuis cette année 2020, c'est vraiment l'inverse qui s'est produit et la France est à des années-lumière de cela. Et pour cause, puisque les mesures qui ont été appliquées au Royaume-Uni sont complètement inconcevables pour un pays qui est pris dans l'Union européenne. La première mesure dont on avait entendu parler, c'était le SMIC. Rappelez-vous, le SMIC au Royaume-Uni, ça a été effectif début avril, mais ça avait été annoncé avant. Il a augmenté de 6,2%. 6,2% de hausse du SMIC. Selon d'ailleurs le taux de change qu'on prend, ça veut dire que maintenant le SMIC britannique est soit un petit peu supérieur, soit au même niveau que le SMIC français. C'était jamais arrivé. En France, si on compare, on n'a pas eu une telle hausse du SMIC depuis 1980. Et pour cause, parce qu'il faut qu'on reprenne le contrôle. Si on regarde depuis que nous sommes dans l'Union européenne et surtout dans l'euro, la France doit appliquer chaque année ce qu'on appelle les grandes orientations des politiques économiques. Et chaque année, ces grandes orientations des politiques économiques, qui sont différentes selon les pays, ils ne demandent pas ça à tous les pays, mais c'est le cas pour la France, ils demandent à chaque fois, donc c'est dans la novlangue de l'Union européenne, mais si on prend l'exemple de 2018, ils disent garantir la compatibilité des évolutions de salaire minimum avec la création d'emplois et la compétitivité. C'est toute cette novlangue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que vous devez geler le SMIC, il ne doit pas augmenter afin que les coûts salariaux de la France soient moindres, parce qu'avec une monnaie qui est surévaluée pour notre économie, comme c'est le cas de l'euro, on ne peut pas dévaluer notre monnaie, et on fait ce qu'on appelle une dévaluation interne plutôt qu'une dévaluation externe. La dévaluation interne, ça veut dire comprimer les coûts salariaux, donc comprimer les salaires, dont le SMIC. Et je rappelle que ça, c'est pas une vue de l'esprit, puisque si vous regardez le programme national de réforme 2019, qui suit les GOP 2018, mais c'est la même chose tous les ans, il est bien indiqué que le gel a permis, le gel a permis de modérer la progression du SMIC. Le gel du SMIC, c'est quoi? C'est que le SMIC augmente selon un taux légal qui est un petit peu moins d'ailleurs que l'inflation, donc vous perdez du pouvoir d'achat, mais ça veut dire que quand vous gelez le SMIC, il n'y a pas de coup de pouce. Ça veut dire que vous n'allez pas augmenter le SMIC à un niveau supérieur à l'inflation, ce qui serait nécessaire pour augmenter le pouvoir d'achat des bas salaires. Là, ce n'est pas possible. Autre élément, il n'y a pas eu que la hausse du SMIC, il a été annoncé par le gouvernement britannique qu'ils allaient maintenir les subventions aux agriculteurs. C'est d'ailleurs normal puisque le Royaume-Uni, comme la France, est un contributeur net à l'Union européenne et donc il paye plus à l'Union européenne qu'il reçoit. Et finalement, cet argent de la PAC, mais les fonds en région, fonds en développement, etc., c'est de l'argent britannique et c'est la même chose, c'est de l'argent français, sauf que la grande nouveauté, ils vont continuer ces subventions, mais ils vont l'obtenir de façon beaucoup plus rapide que la bureaucratie de l'Union européenne. Et donc les agriculteurs, ils le savent, ils doivent attendre très longtemps avant d'obtenir les aides de la PAC. Là, ça sera beaucoup plus direct, beaucoup plus démocratique et beaucoup moins bureaucratique. Et selon d'autres critères, puisque les seuls critères de la PAC, ce sont les tailles de surface et l'ultra-productivisme. Mais là, ils vont reprendre le contrôle au niveau alimentaire et agricole
et donc ils ont décidé que ce seront d'autres critères qui s'appliqueront pour les subventions. C'est notamment le respect des terroirs, le respect de l'équilibre territorial, le respect de l'environnement ou du bien-être animal, autant de critères qui n'existent pas dans la politique agricole commune. C'est ça de reprendre le contrôle, et on aimerait qu'il en soit évidemment autant en France. Il y a eu d'autres événements qui cassent complètement le mythe du Brexit ultralibéral. C'est notamment la Banque d'Angleterre qui finance directement le gouvernement britannique pour toutes les dépenses supplémentaires liées au Covid. On sait qu'il y a un débat à l'heure actuelle de personnes qui nous disent qu'il faudrait que la Banque Centrale Européenne abandonne les créances vis-à-vis des États, c'est environ 20%. Bon, déjà, ce n'est pas la Banque Centrale Européenne, ce sont les banques centrales nationales qui possèdent des créances sur les titres de dette des États nationaux, mais surtout, dans le cadre de l'Union Européenne et des traités, c'est impossible. Et d'ailleurs, même ce qu'ont fait les Britanniques, c'est moindre que le renoncement aux créances de la part des banques centrales, c'est impossible dans le cadre de l'Union Européenne puisque les traités européens l'interdisent. Et de toute façon, ça ne serait pas possible parce que les banques centrales nationales n'ont pas toutes les mêmes parts de dette, elles ne seront pas d'accord entre elles. L'Allemagne n'acceptera évidemment jamais cela, c'est une violation totale des traités européens. Donc ça n'arrivera pas. Mais le gouvernement britannique qui a repris le contrôle au niveau monétaire, il peut jouir d'avances directes de la Banque centrale au gouvernement. Donc on est très loin là encore du mythe du Brexit ultra-libéral. Un autre point qui a été aussi sur le devant de la scène, c'est quand même la renationalisation des lignes ferroviaires. Il y a eu en 2018 celle de l'Est, et il y a eu en 2020 les lignes ferroviaires du nord de l'Angleterre. Il faut savoir que c'est l'inverse de ce que prône l'Union européenne. Dans le paquet ferroviaire européen, les articles des traités européens, notamment l'article 106 du TFUE, tout ceci pousse à la mise en concurrence des services publics et notamment au niveau du ferroviaire. Concrètement, ça veut dire quoi? Et on le voit en France au niveau de la SNCF, on prend le chemin inverse. C'est-à-dire que quand vous mettez en concurrence, et c'est déjà le cas dans le fonctionnement d'une entreprise, même si elle reste publique, elle fonctionne déjà au niveau de la tarification, du choix des lignes, comme une entreprise privée. Et la conséquence de ça, quand vous ouvrez à la concurrence, toutes les lignes les plus rentables sont trustées par justement des compagnies privées qui cherchent à faire du profit et par un équilibre territorial ou d'apporter le meilleur service au coût le plus faible partout sur tout le territoire. Et bien, in fine, vous allez être tellement déficitaire sur d'autres lignes et autres que vous allez devoir privatiser ce service public. C'est ce qui se passe à chaque fois et c'est ce qui se passera pour la SNCF. Donc en restant dans l'Union européenne, vous avez une logique complètement inverse. Donc c'est l'Union européenne qui est ultra-libérale, ce n'est pas le Brexit qui l'est, et c'est tout le contraire. Et plus d'actualité, il y a eu dimanche des annonces de Rishi Sunak, qui est le ministre de l'économie du Royaume-Uni. Et il y a des mesures phares là-dedans qui vont à l'opposé de ce qui est fait dans l'Union européenne ultra-libérale et qui est à l'opposé de cette idée d'un Brexit ultralibéral. Il y a notamment l'alignement de la fiscalité du capital sur celle du travail. Concrètement, ça veut dire quoi? Si vous regardez le schéma qui passe en vidéo, c'est que la fiscalité du capital va passer de 5 pence à 17 pence pour un pound, et donc on va alourdir la fiscalité sur le capital pour que la fiscalité sur le capital et sur le travail soit la même, ce qui est une mesure, on peut le dire, de justice sociale, et c'est l'inverse de la flat tax qui a été mise en place en France, qui a favorisé la fiscalité sur le capital qui est moins importante. Et ça, je rappelle que ça a été fait là aussi à la demande de l'Union européenne dans les GOPE, comme la suppression de l'ISF, c'est demandé par l'Union européenne, et on retrouve d'ailleurs dans le programme national de réforme 2018 pour expliquer que ces réformes ont été mises en œuvre en réponse justement aux grandes orientations des politiques économiques de 2017, donc en réponse à ce qu'exigeait, à ce que demandait l'Union européenne. Et il y a une deuxième mesure aussi qui va à l'inverse du mythe du Brexit ultralibéral, rappelez-vous Singapour sur la Tamise et autres, l'impôt sur les sociétés devrait passer de 19% à 24%, soit une hausse de 5 points. Et donc on le voit, le plus important évidemment c'est que le Royaume-Uni ait repris le contrôle. On le voit dans ces mesures, ils prennent des mesures qui seraient impensables dans un pays comme la France, qui est pris dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro, ne pourrait pas
nous Français, appliquer ces mesures. Donc le plus important, c'est qu'ils aient repris le contrôle. Et ces mesures donc, montrent que tous ceux qui nous expliquaient que le Brexit était ultra-libéral se sont plantés sur toute la ligne. La seule réalité, c'est que les Britanniques qui se sont émancipés de l'Union européenne ont repris le contrôle dans tous les domaines, et c'est l'exercice démocratique, ils peuvent choisir dans tous les domaines la politique qu'ils veulent mener, et ils choisissent une politique qui est beaucoup plus finalement généreuse socialement que ce qui a été mené les dernières années au Royaume-Uni. Donc on peut dire au contraire que le Brexit est plus progressiste, comme on pourrait le dire, que ultralibéral, et que tous ces gens qui nous expliquaient cela se sont absolument plantés. Et j'ai envie de dire que ça prouve une fois de plus, et on le verra avec les années qui vont passer, alors que la France va prendre le chemin inverse, ça prouve qu'en France aussi, on doit reprendre le contrôle. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on milite tout le long et inlassablement pour un référendum sur le Frexit. C'est essentiel si les Français veulent reprendre le contrôle.